2014. Le monde entier fixait les drapeaux noirs. L'attention générale se portait uniquement sur les combattants, les exécutions publiques et les chefs impitoyables. Sur les images d'archives, on voit des hommes armés et des convois militaires. Mais derrière ce mur de violence, il y avait les épouses. Elles restèrent dans l'ombre. Pourquoi se croyaient-elles intouchables? Elles pensaient que la terreur inspirée par leur mari suffisait à les protéger. Mais les lignes de front ont bougé. L'effondrement du califat a été rapide. Les villes sont tombées une par une sous les bombardements. Les maris sont morts au combat ou ont pris la fuite vers le désert. Ces femmes se sont retrouvées seules au milieu des ruines. Elles ont découvert une réalité glaciale. Le pouvoir absolu de leurs époux ne pouvait pas les sauver des bombes ou des représailles. À première vue, des veuves éplorées, mais en réalité, des cibles prioritaires. Il n'y avait plus de retour en arrière. Ce qui a suivi n'était pas un procès, mais une vengeance pure. Les victimes du régime réclamaient leur dû. La fin de leur histoire a été aussi brutale et sanglante que la terreur avec laquelle elles avaient vécu. Le cycle s'est refermé. Le 29 juin 2014, c'est la date précise où la grande mosquée de Mossoul a tremblé. Abou Bakr al-Baghdadi est monté en chair pour proclamer le califat. Pourquoi ce discours a-t-il eu un tel impact? Il ne s'adressait pas seulement aux soldats, mais il promettait un empire à des familles entières. L'appel a traversé les frontières à la vitesse de la lumière. Les réseaux sociaux ont relayé les vidéos. Les magazines de propagande ont glorifié la zone de guerre. En quelques semaines, les douanes ont été submergées. Des hommes affluèrent d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie centrale pour combattre. Mais ils n'étaient pas seuls. Avec eux, une vague silencieuse est arrivée. Des femmes, des épouses, des veuves du djihad. Certaines étaient déjà mariées aux combattants avant la proclamation. D'autres ont fait le voyage seuls, traversant des milliers de kilomètres pour devenir des mariés du califat. Les recruteurs en ligne leur vendaient une utopie, une vie de dignité, un but suprême, un devoir religieux. À première vue, un paradis spirituel, mais en réalité, un piège de contrôle total. Dès leur arrivée, la réalité les a frappés. On confisquait les passeports, on surveillait les communications. C'était une entrée sans retour possible vers la violence. Dans les villes conquises comme Mossoul, Raqqa ou Falloujah, l'État islamique a lancé une vaste campagne de saisie. Les soldats ont défoncé les portes des maisons, vidé les écoles et occupé les hôpitaux. Les épouses des commandants et des combattants ont pris possession de ces lieux volés. Elles se sont installées dans le confort des autres. Le contraste avec la population était brutal. Dehors, les familles locales luttaient pour trouver un morceau de pain. Dedans, les femmes de l'organisation avaient l'électricité, l'eau courante et des frigos pleins. Les réseaux de contrebande livraient tout le nécessaire directement à leur porte. Mais ce n'était pas un choix pour tout le monde. Des milliers de femmes yézidis et chrétiennes n'ont pas rejoint le califat. Elles ont été capturées, jetées dans des camions, vendues sur des marchés. Pour elles, le titre d'épouse n'était qu'un mot pour masquer l'esclavage. Elles étaient traitées comme du bétail, violentées et privées de toute liberté. C'était un simple butin de guerre. Cependant, parmi les épouses loyales, certaines ont embrassé la terreur. Elles ne sont pas restées passives. Elles sont devenues des actrices du système. À Raqqa, la brigade Al-Khansa a vu le jour. Une unité de police entièrement féminine, composée majoritairement d'épouses de combattants. À l'image, des silhouettes noires arpentant les rues, armes automatiques à la main, elles contrôlaient chaque détail vestimentaire. Un voile mal ajusté entraînait une arrestation immédiate. Les punitions pleuvaient, coups de fouet sur la place publique, emprisonnement dans des caves, exécutions sommaires. Dans la rue, le bruit de leurs pas effrayait autant que celui de leurs maris. Les chiffres ont fini par révéler l'ampleur du phénomène. En 2015, les services de renseignement ont fait les comptes. Plus de 4700 femmes étrangères avaient rejoint la zone irako-syrienne. Elles venaient de partout, France, Tunisie, Allemagne, Russie, Royaume-Uni. Certaines n'étaient que des adolescentes manipulées. D'autres étaient des veuves de conflits précédents, cherchant un nouveau départ dans le chaos. Elles ont lié leur sort à l'ascension sanglante de leurs maris. Mais les ennemis du califat se multipliaient. Ces femmes se croyaient protégées par les murs des villas et la réputation de leurs époux. Elles ne regardaient pas le ciel. L'autorité qui leur donnait ce confort allait bientôt attirer le feu sur elles. L'illusion de sécurité s'est effondrée. Octobre 2016. C'est la date exacte où l'illusion s'est effondrée.
Le soi-disant califat ne grandissait plus. Il rétrécissait à vue d'œil. Les villes contrôlées par une main de fer tombaient les unes après les autres. La bataille décisive a débuté ce mois-là, la reprise de Mossoul, deuxième plus grande ville d'Irak. L'armée irakienne, les forces kurdes et la coalition ont resserré l'étau, mètre par mètre. Les frappes aériennes ont pilonné les lignes de ravitaillement, détruit les ponts et pulvérisé les checkpoints de l'État islamique. La situation a empiré. Nourriture et médicaments sont devenus introuvables. Les familles ordinaires se terrainent chez elles, piégées par les combats. Et les épouses des leaders djihadistes, hier intouchables, se sont retrouvées soudainement au centre du siège. À l'intérieur de la ville, la loyauté commençait à se fissurer. Pourquoi ces femmes ont-elles tenté de fuir? Elles croyaient pouvoir tromper la vigilance des habitants. Mais la haine du peuple était plus forte que leur déguisement. À première vue, de simples civils effrayés. Mais en réalité, les compagnes des bourreaux, les femmes de commandants comme Abu Abdur Rahman al-Bilawi et Abu Muslim al-Turkmani ont essayé de se fondre dans la masse. Elles ont caché leur visage, mais les locaux les ont reconnus. Beaucoup d'habitants avaient vu leurs pères ou leurs frères exécutés par ces mêmes maris. La rage était totale. Sur le terrain, la violence était brute. Quand ces épouses ont été capturées, il n'y a pas eu de procès. Certaines ont été battues à mort sur le trottoir même. Pour les familles des victimes, c'était une vengeance nécessaire. Pour ces femmes, c'était la fin sanglante de plusieurs années de privilèges. Il n'y avait pas de retour en arrière. La vieille ville de Mossoul est devenue le théâtre du dernier acte. Les ruelles étroites étaient bondées de familles cachées dans les caves humides. Les femmes serraient leurs enfants contre elles tandis que les bombes pleuvaient du ciel. Certaines suppliaient les soldats irakiens. Elles espéraient que leurs enfants seraient épargnés, même si elles devaient payer le prix fort. Mais d'autres ont fait un choix différent. Un certain nombre d'épouses ont attaché des ceintures d'explosifs sous leurs vêtements. Elles attendaient dans l'ombre le moment précis où les soldats franchiraient la porte. On entend le bruit d'une détonation sourde. Elles se sont fait sauter. L'explosion a tué les troupes d'assaut, mais aussi les civils à proximité, femmes et enfants inclus. Leur mort n'a eu aucune gloire. Ce n'était pas la fin héroïque qu'elles imaginaient. Pas d'honneur, pas de sécurité. Leurs dernières heures se sont consumées dans des sous-sols noirs, avec le fracas des explosions au-dessus de leur tête et la peur pour seule compagnie. 2017. C'était l'année de l'effondrement total. Alors que Mossoul tombait en ruine sous les obus, Raqqa restait le cœur battant de l'organisation. De 2014 à 2017, cette ville syrienne a servi de capitale autoproclamée. C'est ici que les ordres de mort étaient signés. C'est ici que les vidéos de propagande étaient montées. C'est ici que les chefs les plus puissants vivaient avec leurs familles. Mais la situation a basculé. Les forces démocratiques syriennes ont encerclé la ville. L'aviation américaine a pilonné les infrastructures avec des frappes lourdes. À première vue, une ville fortifiée. Mais en réalité, une souricière à ciel ouvert. Pour les épouses des leaders, Raqqa est devenue une prison de béton. La ville étouffait sous la surpopulation. Des milliers de combattants avaient transféré leurs proches ici. Ils pensaient que Raqqa était le dernier bastion sûr. Les villas, les bâtiments officiels et les maisons volées étaient bondés. Femmes et enfants s'entassaient dans chaque pièce disponible. Certaines vivaient dans un confort relatif. La nourriture et l'équipement entraient par des réseaux de contrebande. D'autres étaient piégées dans des maisons en ruine. Elles se terraient pour échapper aux bombardements qui secouaient la ville quotidiennement. Le sol tremblait sans cesse. Terki al-Bin Ali était l'une de ces figures clés. Ce clerc venu de Bahreïn avait gravi les échelons pour devenir le chef religieux du groupe. Sa famille vivait avec lui à Raqqa. Il déménageait constamment, une maison sûre après l'autre, toujours en mouvement. Pourquoi prenait-il tant de risques? Il se croyait protégé par son rang, mais un missile a mis fin à cette illusion. En mai 2017, une frappe aérienne l'a tué sur le coup. La vie de sa famille a changé en une fraction de seconde. Sa veuve n'a pas attendu. Elle a tenté de fuir avec ses enfants. Mais la fuite était impossible. Elle aurait été rapidement capturée. Les combattants kurdes l'ont découverte dans un tunnel souterrain. À l'image, on distingue ces galeries étroites et sombres creusées sous la ville. C'était le dernier refuge de nombreuses familles de l'organisation. D'autres femmes n'ont jamais atteint ces tunnels. Le siège s'est resserré. Les civils, opprimés depuis des années, ont vu une opportunité de vengeance immédiate. Ils savaient exactement quelle maison appartenait au chef. La foule n'a pas pardonné. Les épouses soupçonnées de liens avec les commandants ont été arrachées de leur cachette. On les a traînées dehors par la force. Certaines ont été battues à même le bitume. D'autres ont subi un sort pire encore.
Elles ont été brûlées vives sur les places publiques. La terreur avait laissé place à une fureur incontrôlable. 2018. C'est l'année de l'effondrement total. Pourquoi cet empire s'est-il écroulé si vite? Il semblait pourtant invincible. Mais la réalité militaire a balayé les illusions. Le califat perdait le contrôle partout, une ville après l'autre. Ce qui était autrefois un vaste territoire dominant l'Irak et la Syrie s'est réduit à quelques taches isolées dans le désert. Des ruines et de la poussière. Une province servait de dernier refuge. Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Sur les images de drones, on distingue des colonnes en mouvement. Les combattants, leurs femmes et leurs enfants, s'entassent dans de petits villages le long du fleuve Euphrate. Ils ne restent jamais longtemps au même endroit. Ils fuient les bombardements incessants. Ils fuient l'avancée des troupes au sol. Pour les femmes, la vie n'avait plus rien à voir avec le luxe promis par la propagande. Beaucoup ont fini leur course dans des centres de détention comme Al-Hol ou Roj. Ces camps, gardés par les forces armées, se sont remplis à une vitesse effrayante. Des dizaines de milliers de femmes et d'enfants s'y sont retrouvés piégés. La situation est devenue invivable. À première vue, un simple camp de réfugiés, mais en réalité, un mouroir à ciel ouvert. Le sol se transformait en boue glaciale durant l'hiver. En été, la chaleur était écrasante. La nourriture manquait cruellement. Souvent, il n'y avait que du pain, du riz ou quelques lentilles pour survivre. L'eau potable était une ressource rare. Les maladies se propageaient comme une traînée de poudre à travers les tentes. Sur les vidéos amateurs, la détresse est visible. Des mères luttent pour garder leurs enfants en vie. Mais beaucoup de bébés n'ont pas survécu. La malnutrition et les infections non traitées les ont emportés. Mais le pire restait à venir. Parmi ces femmes prises au piège, on trouvait des recrues étrangères. Les jeunes filles de Bethnal Green, parties de Londres en 2015, étaient là. 3 ans plus tard, le bilan était lourd. Certaines étaient devenues veuves. D'autres élevaient seules les enfants engendrés par les combattants de l'État islamique. Leur quotidien avait basculé. Elles étaient passées de l'uniforme scolaire londonien au haillon couvert de la poussière syrienne. Elles n'étaient pas seules. Des milliers de femmes venues d'Europe, d'Asie, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient partageaient en ce sort. Leur pays d'origine ne voulait pas de leur retour. Les populations locales les méprisaient. Pour elles, ces femmes étaient le visage de la cruauté de l'État islamique. Cependant, toutes n'ont pas atteint les camps vivantes. Sur la ligne de front, la pitié n'existait pas. Les soldats syriens et les milices rivales ne faisaient aucun quartier. Si une femme était identifiée comme l'épouse d'un haut commandant, la sentence était immédiate, c'était la mort. Certaines ont été exécutées sous les yeux de leurs enfants. D'autres ont été traînées hors des habitations pour ne plus jamais reparaître. Le chaos ambiant rendait tout comptage impossible. Mais les récits se ressemblaient tous. Des femmes abattues dans les villages, des corps abandonnés dans des fosses communes. La mort était devenue banale. Mars 2019. L'heure des comptes avait sonné. La guerre contre l'État islamique touchait à sa fin sanglante. Autrefois, le califat contrôlait un territoire immense à cheval sur 2 pays. Il régnait sur des millions de vies. Désormais, toute cette puissance s'était réduite à un seul point sur la carte, Baghouz. Ce village poussiéreux, collé aux rives de l'Euphrate, était devenu le dernier refuge. Le groupe terroriste le plus redouté de la planète se retrouvait coincé. Ils étaient piégés sur une bande de terre de moins de 5 km². Pourquoi sont-ils restés là? Ils pensaient que les boucliers humains arrêteraient dans les bombes. Mais l'étau était trop serré pour être brisé. La situation à l'intérieur du périmètre dépassait l'entendement. Les femmes des combattants survivaient dans un bidonville éphémère. Leurs tentes n'étaient que des assemblages précaires de couvertures sales, de bâches en plastique et de tôles froissées. L'air était saturé de fumée noire causée par les frappes aériennes constantes. Le bruit des fusillades résonnait sans interruption à travers les champs. Les réserves de nourriture avaient disparu. L'eau potable n'existait plus. On entendait partout les pleurs des enfants affamés. Les mères ne restaient pas inactives. Elles grattaient le sol dur avec des outils de fortune. Elles creusaient des trous peu profonds dans la terre sèche. Ce n'était pas pour jouer. C'était pour y coucher leurs bébés et les protéger des éclats d'obus qui volaient là-bas. Chaque jour ressemblait au dernier jour du monde. Au-dessus d'eux, le ciel n'était pas vide. Des drones américains tournaient en permanence, enregistrant chaque mouvement au sol. Sur la terre ferme, les combattants kurdes des forces démocratiques syriennes avançaient. Ils coupaient méthodiquement chaque route, chaque sentier. La fuite était impossible.
Les épouses des hauts dirigeants, comme celle d'Abu Hassan al-Muhajir, le porte-parole de l'organisation, se sont retrouvées acculées. Mais la réaction n'était pas uniforme. À première vue, des victimes de guerre, mais en réalité, des combattantes prêtes à tuer. Certaines de ces femmes portaient des fusils d'assaut en bandoulière, prêtes à tirer aux côtés de leur mari. D'autres serraient simplement leur nourrisson contre leur poitrine, les yeux fixés sur l'horizon en feu. Elles espéraient survivre à la tempête qui arrivait. L'assaut final a été d'une brutalité absolue. Les frappes aériennes ont pilonné Baghouz sans relâche. Les explosions déchiquetaient les tentes et pulvérisaient les abris de fortune. En l'espace de quelques jours, des centaines de personnes ont perdu la vie. Sur les images de surveillance, on voit la panique. Des silhouettes courent dans toutes les directions. Pourtant, beaucoup de femmes ont refusé de lever les mains en l'air. Certaines ont attaché des gilets explosifs autour de leur taille pour se faire sauter. D'autres ont tenté de courir à découvert à travers le désert. Les soldats les ont considérées comme des menaces imminentes. Ils ont ouvert le feu. Elles ont été abattues en pleine course. Il n'y avait pas de retour en arrière. Le fanatisme a poussé certaines jusqu'au bout. Un rapport décrit une scène glaçante. Un groupe d'épouses s'est rassemblé à l'intérieur d'une tente. Elles ont mis le feu. Elles ont préféré brûler vives plutôt que de subir la capture par les forces ennemies. Pour elles, la reddition était une honte pire que la mort. Pour d'autres, le choix n'a même pas existé. Les bombes tombaient trop vite. Des familles entières ont été ensevelies là où elles étaient assises. Le 23 mars 2019, Baghouz est tombé. Le rêve de l'État islamique s'est éteint dans les gravats. Mais, pour les épouses survivantes, le cauchemar ne faisait que commencer. 60 000 femmes et enfants. C'est le bilan humain officiel après la chute de Baghouz. Mais pour ces familles, la fin des combats ne marquait pas la fin de l'horreur. Où ont-elles été envoyées ? Vers des camps de détention provisoire dans le nord-est de la Syrie. Mais la détention est devenue permanente. Les camions ont déchargé des milliers de personnes. Les familles ont dû s'entasser dans des tentes précaires. Le tissu était fin. Il n'offrait aucune protection réelle contre les éléments. L'hiver, le froid gelait le sol. L'été, la chaleur devenait brûlante. L'eau potable était sale. La nourriture était rationnée au strict minimum. Trouver un médecin ou des médicaments relevait presque de l'impossible. À première vue, un camp de réfugiés classique, mais en réalité, une poudrière prête à exploser. Ces camps sont rapidement devenus des terrains fertiles pour la colère. L'envie de vengeance grandissait chaque jour. Certaines femmes restaient profondément loyales à l'État islamique. Elles refusaient d'accepter la défaite militaire. Elles se sont organisées. Elles ont formé des groupes clandestins à l'intérieur même du périmètre de sécurité. Elles ont imposé leurs propres lois strictes derrière les grillages. Toute femme qui osait parler contre l'organisation était ciblée. Celles qui tentèrent de s'éloigner de l'idéologie radicale étaient considérées comme des traîtres. La sentence était brutale. Les loyalistes appliquaient des punitions physiques immédiates, mais la situation a encore empiré. L'année 2019 a marqué un tournant sanglant. Plus de 80 meurtres ont été signalés dans le seul camp d'Al-Hol. La méthode était silencieuse et terrifiante. De nombreuses femmes ont été poignardées à mort dans leur propre tente. D'autres ont été étranglées au milieu de la nuit. On entend parfois des bruits de lutte étouffés. Même les gardes n'étaient plus en sécurité. Ils subissaient des attaques au couteau. Des armes de contrebande circulaient discrètement dans le camp. Les enfants grandissaient au milieu de cette violence omniprésente. La peur était leur quotidien. La plupart n'allaient jamais à l'école. Ils n'avaient aucun jouet, aucun endroit sûr pour jouer. Sur les vidéos amateurs, on voit des mères qui endoctrinent leurs fils. Elles ne racontaient pas d'histoire pour enfants. Elles leur parlaient de martyrs, elles leur parlèrent de revanche. Les travailleurs humanitaires ont lancé l'alerte à plusieurs reprises. Ces camps risquaient de forger une nouvelle génération, une génération remplie de la même haine qui avait alimenté l'État islamique à ses débuts. Le monde a choisi de regarder ailleurs. La souffrance derrière ces clôtures a prouvé un fait inquiétant. L'État islamique avait perdu son territoire physique, mais son ombre planait toujours sur le désert. Des milliers de corps dans des fosses communes. C'était le seul héritage tangible laissé par le groupe terroriste en Irak. Pourquoi les civils n'ont-ils pas attendu la justice officielle ? Les tribunaux promettaient des procès équitables, mais les victimes, elles, voulèrent du sang immédiat. La haine a submergé le pays entier. Des quartiers entiers n'étaient plus que ruines. À Tikrit, à Falloujah et à Mossoul, la patience a disparu. Les familles des victimes n'ont pas appelé la police ou le gouvernement. Elles ont formé leurs propres escadrons. Elles voulaient régler les comptes elles-mêmes. Beaucoup d'habitants considéraient les épouses comme coupables. À première vue, de simples mères de famille. Mais en réalité,
les complices actifs d'un système génocidaire. Certaines avaient aidé leur mari à recruter, d'autres avaient collecté l'argent de l'impôt forcé. D'autres encore avaient pointé du doigt les voisins qui résistaient, signant leur arrêt de mort. Même sans rôle officiel, le simple lien avec l'État islamique suffisait. Une alliance équivalait à une cible dans le dos. L'an 2017 a marqué le début de la purge. Les récits se sont multipliés. Des femmes étaient tirées de force hors de leur maison. Des commandos pénétraient dans les camps de réfugiés pour les emmener. La punition était publique, mais l'horreur ne faisait que commencer. Un cas précis à Tikrit a montré la puissance de cette rage. La veuve d'un émir local a été repérée. Elle n'a pas pu s'échapper. Les familles Baldesseux, fusillées par son mari, l'ont traînée sur le bitume jusqu'au milieu de la rue. La foule s'est refermée sur elle. Les pierres ont commencé à voler. Elle est morte lapidée sous les cris d'une population qui réclamait vengeance pour ses fils et ses frères disparus. À Fallujah, la vendetta est devenue numérique. Les scènes de représailles ont été filmées et mises en ligne. Sur les images, on distingue des femmes en robe noire alignées contre un mur décrépit. Face à elles, des juges improvisés. Le procès durait quelques minutes. Pas de défense, pas d'avocat, pas d'appel possible. On entend le bruit sec d'une culasse qu'on arme. Puis le peloton d'exécution ouvrait le feu. Pour beaucoup d'Irakiens, la prison était une insulte. Ils avaient survécu à des années de terreur absolue. Ils croyaient que seule la mort pouvait rétablir l'équilibre de la justice. Il n'y avait pas de retour en arrière. À Mossoul, la chasse était ouverte contre quiconque était lié au groupe. Les habitants attaquaient les suspects à vue. On battait les femmes suspectées d'être des épouses de combattants à coups de bâton en pleine rue. À l'image, des maisons entières sont réduites en cendres par des cocktails Molotov. D'autres femmes étaient livrées directement aux milices. Les exécutions étaient sommaires et rapides. La brutalité a atteint un tel niveau que même les groupes de défense des droits humains ont baissé les bras. Ils ont admis ne pas pouvoir compter le nombre exact de femmes tuées. C'était une vengeance sans limite. 10 minutes. C'était la durée moyenne pour décider d'une vie ou d'une mort. Bagdad ne voulait pas seulement la justice, la capitale exigeait une vengeance absolue. Entre 2018 et 2020, les portes des tribunaux se sont ouvertes pour une purge massive. Ce n'étaient pas des procès ordinaires, c'était une chaîne de montage judiciaire. Des centaines de femmes ont été traînées devant la barre. À l'image, on voit des visages pâles et des corps épuisés. Beaucoup ne comprenaient même pas la langue arabe. Elles venaient de Russie, d'Allemagne, de France ou même des États-Unis. Elles avaient traversé les frontières pour épouser des combattants de l'État islamique, mais le rêve du califat s'était effondré. Maintenant, loin de chez elles, elles faisaient face à des juges irakiens marqués par des années de guerre et de sang. Pourquoi ces procès étaient-ils si expéditifs? La procédure l'exigeait, mais la haine dictait le rythme. Il n'y avait aucune place pour la défense. Pas de longs plaidoyers, pas de contre-interrogatoire détaillé. Le juge posait généralement une seule question. Étiez-vous marié à un combattant? Si la réponse était oui, le marteau tombait. À première vue, une simple question d'état civil. Mais en réalité, un aveu de culpabilité suffisant pour la corde. Pour le tribunal, l'anneau au doigt constituait une preuve irréfutable de loyauté envers l'ennemi. La sentence était binaire, la prison à vie ou la mort. Il n'y avait aucun retour en arrière. Les châtiments étaient réels et publics. En 2018, une Russe de seulement 20 ans a comparu. Elle a admis avoir rejoint son mari à Mossoul. Quelques semaines plus tard, elle a été exécutée à Bagdad. En 2017, une ressortissante allemande a subi le même sort pour avoir vécu sous les lois de l'organisation. La caméra enregistre, les accusés s'effondrent à l'annonce du verdict, mais les gardes les relèvent brutalement. Des dizaines d'autres femmes, venues de France, de Turquie ou d'Asie centrale, ont entendu la même sentence. Pour l'État irakien, ces femmes n'étaient pas des victimes manipulées. Elles étaient des rouages actifs d'une machine qui avait massacré des milliers d'Irakiens. Cependant, celles qui échappaient à l'exécution entraient dans un autre cercle de l'enfer. La vie dans les prisons irakiennes était brutale. On entendait les cris et le bruit des coups à travers les murs. La torture n'était pas une exception, c'était une méthode de gestion quotidienne. Les conditions sanitaires n'existaient pas. Beaucoup de ces femmes ne sont jamais ressorties. Elles sont mortes dans leurs cellules bien avant la fin de leur peine. Pour elles, la prison elle-même est devenue une exécution lente et silencieuse. 7000 femmes et enfants étrangers. C'était le chiffre exact des prisonniers piégés en 2019. Pour ces familles,
La prison n'était pas un lieu d'attente, c'était une sentence de mort lente. Les gouvernements de Paris, Londres et Berlin ont fermé leurs portes. Les officiels ont déclaré que ces individus étaient trop dangereux pour revenir. La justice devait se faire sur place, en Syrie ou en Irak. Pourquoi ces gouvernements ont-ils refusé leurs propres citoyennes? La question a été posée maintes fois, mais la peur des attentats était plus forte que la compassion. Sur le terrain, la situation était critique. Beaucoup de ces femmes avaient déjà perdu leur mari. Certains avaient été tués au combat, une arme à la main. D'autres avaient été déchiquetés par les frappes aériennes de la coalition. Les survivants, eux, avaient été capturés et exécutés sommairement. Il n'y avait plus d'hommes pour les protéger. Les femmes se sont retrouvées seules, sans pays et sans aucun moyen d'avancer. Mais l'instinct de survie a pris le dessus. Des réseaux de contrebande se sont formés à l'intérieur et autour des camps. Les passeurs promettaient la liberté contre des sommes astronomiques. L'objectif était de traverser la frontière vers la Turquie ou de retourner clandestinement en Irak. Quelques-unes ont réussi à passer les barbelés, mais la majorité a échoué. À première vue, un système de sécurité impénétrable. Mais en réalité, une passoire mortelle pour celles qui n'avaient pas assez d'argent. Celles qui étaient attrapées subissaient un sort violent. Elles étaient renvoyées dans les tentes ou abattues sur place. Les gardes ne prenaient aucun risque. On entend souvent le récit de ces nuits. Les gardes ouvraient le feu sur toute silhouette qui tentait de courir vers le désert. La traque des chefs a encore changé la donne. Porter le nom d'un leader de l'État islamique était une condamnation. Pour les ennemis de l'organisation, ce lien de sang suffisait pour sceller un destin. Le 26 octobre 2019, tout a basculé à Idlib. Les forces spéciales américaines ont lancé l'assaut. Abu Bakr al-Baghdadi a déclenché sa ceinture d'explosifs pour ne pas être pris vivant. Le monde entier a ressenti le choc. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée avec lui. Ces femmes survivantes ont été rapidement capturées. Elles sont devenues des trophées dans un jeu macabre. Les groupes militants rivaux ne voulaient pas les garder en vie. Certaines ont été exécutées discrètement. Leurs corps ont été jetés dans des fosses anonymes. L'objectif était clair, effacer toute trace de la lignée de Baghdadi. Le même scénario s'est répété avec son successeur, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Le 3 février 2022, les forces américaines ont encerclé une maison sécurisée à Hatm, près de la frontière turque. Sur les images thermiques, on distingue les mouvements des soldats qui approchent. Qurashi n'a pas attendu la capture. Il a déclenché une bombe puissante. L'explosion l'a tué sur le coup. Elle a aussi emporté ses femmes et ses enfants. En une fraction de seconde, leurs corps ont été écrasés sous les décombres de l'étage. À l'image, un nuage de poussière et des gravats fumants. Pour le monde, c'était une nouvelle victoire contre le terrorisme. Pour la famille, à l'intérieur, c'était une fin brutale, sans aucune dignité, au milieu du sang et du béton. Aujourd'hui, les épouses des chefs de l'organisation sont dispersées. On les trouve dans des tombes sans nom, des prisons de haute sécurité ou des camps poussiéreux. Très peu sont encore en vie. La plupart ont vécu leurs dernières heures dans la terreur.